sens qu'il va nous falloir reprendre. Très bien. No problème. Je continue sur ça, je pense. Ouais, Verrouiller le son. Le son est coupé. Oui, bien sûr, je vais juste l'activer un petit instant. Bon. Bonjour. Si l'autre n'autorise pas, ça me semble compliqué. Vas-y, Pierre, tu peux C'est bon. l'activer. Bonjour, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, Eh ben voilà. ben voilà. Et ben voilà, donc bienvenue dans cette conférence qui prend maintenant des formes classiques, c'est-à-dire le distanciel malheureusement. Donc je suis Nathalie Goulet, je suis sénatrice de l'Orne, je suis vice-présidente de la commission des lois et j'ai quitté récemment la commission des finances où je m'occupais du budget des engagements financiers de l'État, c'est-à-dire de la dette. Ça a recoupé, ça a recoupé. Voilà, donc est-ce que cette fois-ci le son est à nouveau coupé? C'est bon. Voilà, donc les problèmes de technique, vous savez, le Sénat est une maison où parfois la technique ne marche pas, et pourtant. Donc, je vais faire court pour que vous puissiez profiter de nos deux interlocuteurs. Le président Palombi sera là pour vous expliquer toute l'aide et évidemment des risques qui pèsent sur les entreprises avec des mariages dangereux, et puis M. Benamou sera là aussi. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, avant que le son soit coupé, ou avant qu'on le rétablisse plus exactement, c'est qu'on avait constaté une espèce de schizophrénie, c'est-à-dire que d'un côté, l'État aide les entreprises de façon massive, 44 milliards, et en même temps a quelques fragilités en ce qui concerne la protection de leurs données. Donc pendant la loi de finances, on avait remarqué un certain nombre de dysfonctionnements, que ce soit cette année ou l'année d'avant, notamment sur les participations de l'État, puisque là aussi l'État actionnaire est de temps en temps schizophrène, puisqu'il participe à des entreprises qui peuvent avoir des sièges ou des établissements dans des territoires dits non coopératifs, autrement dit des paradis fiscaux. Et là, ce qui s'est passé récemment a attiré mon attention, puisque la BPI a contracté avec Amazon pour un stockage de données des 500 000 entreprises qui avaient reçu des prêts garantis par l'État. Et donc, il est apparu deux choses pour le praticien ou la praticienne que je suis, c'est que confier sans appel d'offres, dans un délai extrêmement rapide, sans contrôle parlementaire, des données de 500 000 entreprises à Amazon, qui est quand même ce qu'on connaît de plus apatride en termes d'entreprise et en termes de fiscalité, me semblait une aberration. Et donc j'ai travaillé un peu le sujet et il s'est avéré que ce sujet, qui était un sujet d'intuition pour moi en tant que parlementaire, est devenu un vrai sujet technique, et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui pour répondre à vos questions, mais surtout pour entendre les professionnels, le président Palombi bien sûr, et puis M. Benamou, qui est le secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, parce que cette question qui était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une intuition, c'est-à-dire que c'était un peu mettre le pyromane dans la caserne des pompiers et en tous les cas risquer de fragiliser les données de nos entreprises en les confiant à Amazon dans des conditions discutables. Pas d'appel d'offres, pas de transparence. Donc une question d'actualité a été posée par mon collègue Michel Canvet, qui est peut-être connecté et que je salue, et qui est membre de la commission des finances, auquel le ministre Pannier-Runacher nous a expliqué qu'il n'y avait aucun problème. Mais récemment, chaque fois qu'il y a eu « il n'y a pas de problème », il y en a eu beaucoup. Il n'y avait pas de problème sur les masques, il n'y avait pas de problème sur les tests, il n'y a pas de problème sur la vaccination, il n'y a pas de problème sur la sécurité des données de santé. Et au bout du banc, il y a quand même des problèmes. Et puis il y a surtout une espèce de permanence de ces liaisons dangereuses entre les institutions françaises et l'administration française et ses représentants des GAFAM. Et donc, une espèce de priorité à ces grosses entités
au détriment d'entreprises françaises ou européennes qui, a priori, pourraient faire et délivrer le même type de prestations. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Donc je m'arrête tout de suite. Je suis le dérouleur et je donne la parole à Alison qui va nous expliquer la matinée. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors je voulais simplement préciser avant de commencer cette conférence pour les journalistes de bien vouloir, s'il vous plaît, indiquer votre nom ainsi que votre média sur votre vignette Zoom. Ça nous permettra de mieux vous identifier lorsque vous souhaiterez poser des questions. Concernant justement ces dernières, je vous invite à poser vos questions directement à l'écrit sur le chat. Nous y répondrons tout au long de la conférence après chaque intervention de chaque intervenant. On les fera petit à petit. Également, nous sommes bien évidemment disponibles en fin de conférence pour toute demande d'interview. Et enfin, je rappellerai simplement que seuls les journalistes sont autorisés à intervenir sur le chat. Maintenant, je passe donc la parole à M. Bernard Benhamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Bonjour et merci Madame la Sénatrice, merci à vous tous. Et c'est un plaisir que de venir effectivement répondre à vos questions et effectivement expliquer pourquoi ces questions sont importantes aujourd'hui. Alors, donc, vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'étais le secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, donc une structure récente, entre guillemets, qui a 5 ans maintenant, et qui se préoccupe effectivement de politique numérique au sens européen, pas simplement national, et de relations évidemment avec les grands acteurs dans ce secteur. Alors, pour revenir sur ce qui nous occupe aujourd'hui, on voit une forme de constance dans une certaine forme de comportement administratif et gouvernemental par rapport à ces questions. Je m'explique. Nous avons eu exactement, et ça nous a donné l'occasion de nous prononcer à plusieurs reprises, nous avons eu exactement le même type de questionnement qui s'est posé lors de la mise en place par le ministère de la Santé de la plateforme des données de santé, en bon français Health Data Hub, c'est son titre officiel, qui avait été confié, dont l'hébergement avait été confié à Microsoft. À savoir effectivement, on nous a rassurés au départ en nous disant tout cela devrait effectivement être fait en toute sécurité, les données ne devraient pas être accessibles, tout cela fait l'objet de chiffrements à l'état de l'art, etc., etc., pour au final se rendre compte, au travers de procédures qui ont été menées devant le Conseil d'État, auprès d'avis qui ont été demandés et obtenus de la CNIL, que c'était une très mauvaise idée que de confier effectivement les 67 millions de dossiers de santé, ou en tout cas d'informations de santé concernant l'ensemble des citoyens français, à une entreprise effectivement comme Microsoft qui, et je précise que ça se pose aussi pour Amazon, qui répond au droit américain, alors pour les plus juristes d'entre vous, au Cloud Act en particulier, et donc a obligation de transmettre ces données si une agence américaine les lui demande. Et donc, au départ, on nous disait que c'était impossible. Au final, on s'est rendu compte que c'était non seulement possible, mais techniquement prévu, à savoir l'accès à ces données de la part de l'hébergeur, pour des raisons, nous disait-on, de maintenance. Et au final, effectivement, on a eu l'occasion d'avoir une évolution de la position gouvernementale sur le mode. Nous finirons par, effectivement, nous désengager de Microsoft pour demander à ce que ce soit un acteur européen, ce que nous souhaitions dès le départ, qui puisse héberger ces données ô combien sensibles. Eh bien, on est exactement dans le même cas de figure pour, je dirais, les deux sujets, puisqu'en fait, il y a d'une part le prêt garanti par l'État, donc le PGE, et il y a aussi effectivement l'accélérateur, c'est-à-dire la procédure d'accompagnement des PME vers le numérique, à laquelle participera aussi Amazon. Donc, par définition, le fait de confier en urgence à une entreprise extra-européenne, puisque dans les deux cas, qu'il s'agisse effectivement du Health Data Hub ou du PGE, c'était en urgence. Alors, pour ce qui est du Health Data Hub, on pouvait se demander pourquoi il y avait une telle urgence, et effectivement, ça a été longuement discuté. Dans le cas du PGE, il y avait une véritable urgence économique tout à fait compréhensible d'entreprises en difficulté auxquelles l'État souhaitait apporter un secours dans le cadre de la crise Covid. Simplement, comme Madame la sénatrice l'a rappelé, on est passé par des procédures accélérées. Dans le cas du Health Data Hub, c'était l'UGAP, l'Union des achats publics. Dans le cas effectivement de la BPI, il semblerait que ce soit un marché préexistant. Mais c'est vrai qu'il y a un certain questionnement sur le niveau effectivement de transparence de ce qui a pu être mis en place à ce moment-là, la nature
du cahier des charges qui a pu être élaboré. Je le répète, le parallélisme des formes est tel que dans le cas du Health Data Hub, le cahier des charges lui-même a été élaboré avec Microsoft. Est-ce le cas ici, dans ce qui nous occupe aujourd'hui? J'ai tendance à le croire, au vu effectivement du calendrier tel qu'il s'est déroulé, mais c'est vrai que ce n'est pas sans poser des questions importantes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que les procédures sont mises en question, parce qu'on a des doutes concernant tel ou tel fournisseur, on parle de réversibilité, c'est-à-dire on parle de la possibilité d'aller effectivement installer l'hébergement ailleurs. Mais si le cahier des charges est fait, et c'est souvent le cœur de métier de ces entreprises que de créer des cahiers des charges dans lesquels eux-mêmes répondent et sont seuls à pouvoir répondre à certaines des fonctionnalités, la réversibilité sera loin d'être évidente, sachant que nous nous installons malheureusement sur une procédure de moyen terme par rapport au PGE. Ce n'est pas uniquement les... Alors je crois qu'à l'heure qu'il est, je crois que c'est 630 000 entreprises qui ont eu l'occasion d'y répondre. Mais derrière, il y a toute la gestion effectivement des remboursements et autres. Donc est-ce qu'il y aura une passerelle continue entre la BPI et Amazon au travers effectivement de cette procédure du PGE dans la durée? C'est une vraie question. Est-il question, puisque pour l'instant ça ne nous a pas été confirmé, d'une réversibilité complète vers d'autres acteurs européens? Je rappelle que l'ANSSI, au travers de son directeur, M. Guillaume Poupard, avait eu l'occasion de se prononcer contre l'hébergement par Microsoft du Health Data Hub. Je pense que la même question sera posée à terme, effectivement, par rapport à la BPI et par rapport, effectivement, au contrat d'Amazon. Mais par définition, ces questions de sécurité ne seront pas contournables. Et donc, il faudra, à un moment donné, comprendre que donner accès à une entreprise qui, de surcroît, historiquement, s'est montrée non seulement avide, mais a fait un usage défaillant, voire dangereux, des données que les entreprises lui confient au travers de sa propre plateforme. Ce que la Commission a eu l'occasion, effectivement, ce sur quoi la Commission a eu l'occasion d'enquêter ces derniers temps, et effectivement, Mme Vestager a eu l'occasion de préciser à quel point, dans le cadre effectivement des procédures de la Commission européenne, le comportement d'Amazon pouvait poser problème. Et donc, on voit bien que pour une plateforme qui a, à intervalles réguliers, utilisé les données qu'elle possédait pour créer des produits concurrents, pour créer des barrages aux entreprises qui pouvaient diffuser des produits qui pouvaient effectivement être concurrents avec ses propres produits, la ligne Amazon Basics en particulier, sans parler évidemment du comportement fiscal sur lequel j'imagine Madame la sénatrice reviendra, et effectivement sur le fait que ces entreprises ont eu globalement, je parle des GAFAM et même au-delà, ont eu globalement des comportements vis-à-vis des pays européens qui étaient pour le moins cavaliers. Le fait qu'effectivement aujourd'hui, de la part du gouvernement et de la part d'une agence, puisque dans le cadre du Health Data Hub, c'était le ministère de la Santé, dans le cas effectivement qui nous occupe aujourd'hui, c'est la BPI, le fait de ne pas trouver obstacle, surtout en cette période où justement la souveraineté, l'autonomie stratégique, comme on l'appelle aujourd'hui, est devenu un maître mot, en particulier pour le commissaire européen Thierry Breton, qui en a fait effectivement l'un des axes centraux de sa politique auprès de la Commission européenne. Le fait de ne pas trouver à redire à ce que des données aussi sensibles que des données relatives effectivement aux besoins des entreprises en situation de crise puissent être d'une part utilisées accessibles d'une manière ou d'une autre par une entreprise américaine, voire puissent faire l'objet de réquisitions de la part des autorités américaines, et on l'a vu au travers en particulier de l'affaire Snowden et par la suite de Cambridge Analytica, les autorités américaines effectivement n'ont pas hésité à effectivement utiliser ou mésutiliser les données en question. Donc par définition, tout cela mis bout à bout crée effectivement une sorte de parallélisme entre les différents projets gouvernementaux récents d'hébergement de masse de données. Et je crois qu'il est plus important que jamais, justement, de considérer qu'aujourd'hui, l'un des objectifs stratégiques pour le politique, c'est aussi d'aider à créer et à développer et à stimuler les entreprises européennes du secteur. Et ce n'est pas en donnant un signal, ambigu sur le fait, effectivement, de dire « Ah oui, mais à date fixée, nous n'avions pas trouvé pour telle ou telle fonctionnalité », ce qui est exactement, là encore, je le répète, c'est exactement les mêmes arguments dans les deux dossiers. Eh bien non, je veux dire, rien n'aurait empêché, effectivement, de faire appel à des entreprises qui ont déjà eu l'occasion, et pour être un ancien patron d'administration centrale, je m'en suis préoccupé à de nombreuses reprises, qui ont déjà eu l'occasion de participer à des grands projets d'infrastructures d'administration électronique, et nous en avons beaucoup en Europe,
par exemple à Bercy, pour le projet Copernic, c'est-à-dire l'impôt en ligne, qui ont eu l'occasion effectivement de participer à d'immenses projets, considérer que seule une entreprise comme Amazon, au travers effectivement de Amazon Web Services pour être précis, était en mesure de répondre, c'est négliger le fait qu'on a une obligation, pour ce qui est des acteurs publics, d'aider à stimuler effectivement un écosystème français et européen dans ce secteur. Et si effectivement on dit d'une main, nous voulons effectivement développer des entreprises, et que de l'autre, l'État acheteur, ou les agences, ou les administrations de manière générale, se comportent de manière indiscriminée, voire même parfois semblent favoriser des acteurs extra-européens, là nous sommes effectivement dans le contresens politique et technologique, alors même qu'effectivement c'est bien d'une stratégie de politique industrielle dont il devrait être l'objet par rapport à ce genre d'initiative, parce que justement on sait très bien que ce sont des secteurs stratégiques à la fois pour l'État, pour l'économie de manière générale, et qu'en plus, la protection des données, qui devient maintenant, je dirais, un facteur de différenciation entre les offres européennes et les offres américaines, tout simplement parce que les Européens ont justement un cadre plus protecteur par rapport aux données, et on l'a vu avec les différents textes qui ont été adoptés récemment, qui sont en voie d'adoption, autour effectivement de la régulation des grands acteurs, de ce qu'on appelle, donc aux États-Unis, les Big Tech, en Europe ou en France, on parlait des GAFAM. Par définition, il est important aujourd'hui, comme le disait un ancien président de la République, de se mettre en accord avec ses arrière-pensées. Si notre objectif est bien de faire en sorte de développer notre écosystème dans un cadre éthique, cohérent et de développement par rapport à des acteurs européens, alors oui, il est urgent de revenir sur ce type de choix. Oui, écoutez, je voudrais vous remercier de votre intervention et vous dire l'abîme de réflexion que ça provoque, parce que je vois qu'en ligne, mon collègue et ami Michel Canevet, sénateur et membre de la Commission des Finances, est là. Le contrôle parlementaire, il se fait de façon extrêmement difficile. D'abord, il est toujours ex post, et ensuite, on va chercher les informations au forceps. Alors, la Commission des Finances, qui a tout pouvoir sur pièce et sur place, je pense à tout son rôle à jouer dans ces matières, parce que c'est pas faute d'avoir des rapports, c'est pas faute d'avoir des commissions d'enquête, etc. Mais au bout du banc, vous voyez bien que la décision nous échappe complètement. Donc elle devrait nous revenir en tant que protecteur de nos entreprises, parce que vous comprenez bien que quand vous donnez à ces gens totalement apatrides l'ensemble des données, et notamment les données financières, c'est-à-dire savoir quelle entreprise est fragile et quelle l'est pas, où sont ces... Parce que vous avez beaucoup d'entreprises qui ont reçu du PGE, vous pouvez avoir des producteurs de camembert, c'est une chose extrêmement importante, mais je ne crois pas que le problème concurrentiel se pose compte tenu des AOP et du reste. Mais en revanche, vous avez plein de petites entreprises qui ont chacune des pépites intellectuelles, de protection et de qualité, des entreprises françaises qui peuvent être une petite entreprise mais avoir une très haute technologie, une très haute valeur ajoutée, et puis des entreprises plus importantes. Donc je crois que là, il va vraiment falloir rassembler nos actions et probablement avec Michel Canevet et peut-être d'autres, continuer et ne pas lâcher. J'attire l'attention de la Commission des Finances, puisque j'ai la parole, et aussi celle des journalistes, pour dire que la semaine prochaine, on doit ratifier une ordonnance qui revoit les statuts de la BPI. C'est bien aimable au nouveau gouvernement de nous demander de ratifier quelque chose, c'est assez rare. Donc je pense que ce sera aussi l'occasion de revenir sur ce sujet. Et je crois que les affirmations ne suffisent pas à nous sécuriser. Une série d'affirmations ne constitue pas une preuve. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois que la présomption est quand même défavorable, on peut dire ça comme ça, et qu'il y a un faisceau lourd et concordant de fragilisation de nos secteurs industriels par la fragilisation de la protection de nos données. Et je crois que ce n'est pas seulement un exercice théorique. Je crois que c'est un exercice tout à fait pratique et tout à fait important. Et je crois que, Monsieur le Président Palombi, vous allez nous expliquer maintenant la version pratico-pratique de cette situation. Et je crois que c'est vraiment bien qu'on soit réunis aujourd'hui entre les praticiens
de la haute technologie, et puis vous qui protégez les commerçants, et nous les parlementaires qui sommes au milieu pour protéger l'économie française qui aujourd'hui est quand même dans une situation difficile. Je crois que ce n'est pas la peine, encore une fois, d'avoir un pyromane dans la caserne des pompiers. Je vous en prie. Bien, merci Madame le sénateur de me permettre de m'exprimer ce matin, j'en suis très honoré. Vous avez déclenché un sujet particulièrement important et suprême par rapport au monde de l'entreprise. En ce qui me concerne, je représente 450 000 entreprises, 20 fédérations professionnelles de branches, tout secteur d'activité, et essentiellement des entreprises de moins de 11 salariés, voire une trentaine de % sans salariés, en nom propre, en nom personnel. La crise, la pandémie inédite que nous subissons à l'échelle française et mondiale, eh bien, nous a attaqués de plein fouet et a révélé d'énormes incohérences, des lacunes dans la préparation de notre pays par rapport à la technologie, par rapport à des secteurs sanitaires que je n'aborderai pas ce matin, ce n'est pas mon domaine. Mais je peux vous dire que les entreprises, certaines ont dû fermer, malheureusement, d'autres peut-être seront amenées à fermer, mais c'est vrai, l'État français a fait face à un soutien permanent depuis le mois de mars 2020 pour mettre en situation de tenir le coup au niveau des entreprises. Mais cette situation de soutien, c'est vrai, elle est nécessaire encore, mais par contre, sont apparus des faits qui concernent notre conférence et notre exposé de ce matin, à savoir une concurrence devenue, je n'ai pas peur du mot, déloyale de la part des pure players, principalement Amazon, qui a caracolé à plus 46-56% d'évolution de son chiffre d'affaires. Donc pour le commerce indépendant, entre autres, que je porte de centre-ville, et je m'intègre dans un schéma beaucoup plus large que j'appellerais le commerce physique. Le commerce physique, d'ailleurs, qui est représenté également par les grandes surfaces, les centres commerciaux, les enseignes et les indépendants, bien sûr, à un niveau très élevé. Et ce commerce physique, ce que je ressens, et Madame la sénatrice, à la suite de votre tribune et de votre exposé, mon sang n'a fait qu'un tour quand j'ai lu avec beaucoup d'attention. Je ne l'ai pas lu une fois, je l'ai lu 2-3 fois. Je peux vous le dire, je l'ai dit à ma déléguée générale, mais qu'est-ce qui se passe? Mais où va-t-on? L'État est devenu fou. On est déjà attaqué par cette concurrence des pure players, ceux qui font de leur métier de vente essentiellement sur Internet, qu'ils soient français, qu'ils soient européens, qu'ils soient américains d'ailleurs, je ne fais pas de distinction et de séparatisme. C'est pas le moment, oui. Alors, le premier sujet que nous avons abordé, en dehors de ce gros sujet que vous venez de révéler, eh bien, c'est l'inéquité totale de ces structures. Alors là, je me pose la question, tout au moins, je m'interroge. Est-ce que l'État serait complice de ces structures numériques, de ces grands pure players numériques par rapport au commerce français? Et je constate justement que les entrepôts numériques s'installent en France, il y en a déjà une vingtaine, plus celles qui sont prévues, une dizaine, des entrepôts numériques qui naissent, qui se créent au sein du territoire français. Mais c'est dramatique, parce que ça crée un lien de dépendance, mais ça crée également une addiction des consommateurs vers ce type d'achat, et c'est très grave. Donc, si, comme ça a été le cas pour trop de périphéries, trop de grandes surfaces sur 25 ans, qui a amené des vacances de centre-ville jusqu'à 25-30%, donc un affaiblissement du commerce physique de nos centres-villes, qui représentent quand même le lien social, qui représente la vie.
On a vu pendant le confinement, et c'était une bonne chose, que des villes sans commerce avec des rideaux fermés, c'était dramatique. Ce sont des villes mortes. Et on se rend compte donc que pour se créer un entrepôt numérique, une demande de permis de construire, banalement, une demande auprès, dans certains cas, auprès de la préfecture, une autorisation de principe, et l'entrepôt s'installe. Il prend 50 000, 100 000, 150 000 mètres carrés. Mais ce n'est pas tout. Toute entreprise commerciale qui fait du commerce sur le territoire français, c'est instauré depuis de très très longues années, vous le savez, en tant que politique, eh bien, il y a une taxe qui s'appelle la TASCOM. La TASCOM, elle s'applique à toute structure commerciale qui dépasse 400 mètres carrés. On est bien d'accord? Eh bien, les dépôts, les entrepôts numériques ne sont pas assujettis à cette taxe. Pourquoi? Alors, certains membres du gouvernement m'ont dit, quand j'ai posé des questions, entre autres Madame Agnès Pannier-Runacher, « Ah, mais vous comprenez, cher Président, ce sont des entrepôts, c'est différent. Ça serait peut-être compliqué de remettre en question la notion d'entrepôt, et je vois que dans les lois qui se préparent, eh bien, depuis la loi Elan d'ailleurs, ça a démarré avec la loi Elan, eh bien, les entrepôts ne sont pas traités de la même façon que les surfaces commerciales de vente qui sont installées dans toute la France au sein du commerce physique. Alors ça, c'est quand même pour moi, quelque chose de très grave, parce qu'on est complètement dans l'inéquité de traitement. Et ça, j'en appelle au président de la République, au monde politique, aux sénateurs. Il faut qu'on avance sur ce sujet. On ne peut pas rester dans cette inéquité sur le plan urbanisme et sur le plan fiscal local. Alors, bien évidemment, il y a d'autres sujets. Ces entrepôts numériques, de par leur système, de par leur structure, de par leurs appartenances dans des paradis fiscaux, échappent à la TVA, échappent à des réglementations, même sur le plan du droit du travail. Ce n'est pas tout. Donc, face à cette situation, j'ai obtenu, on m'a attribué un entretien téléphonique avec Nicolas Dufourcq, le président, directeur général de la BPI. Alors, il m'a expliqué que l'effet d'urgence, le besoin de numériser le pays, et notamment les très petites entreprises, ont fait qu'il n'est pas allé chercher à Amazon en soi sur le plan de l'accélérateur numérique, mais Amazon s'est proposé, en bons samaritains qu'ils sont, à aider ces entreprises françaises afin qu'elles viennent de plus en plus sur leur plateforme pour se faire spolier, pour donner sur un plan arbitraire, entre 15 et 20% de commission. Et je vous le dis tel que c'est aujourd'hui, nous n'avons pas à nous ingérer dans le choix de nos entreprises et de nos fédérations, mais quand même, nous sommes en droit de les éveiller, de leur ouvrir les yeux. Et nous allons mettre en garde nos entreprises françaises de surtout s'adresser à des opérateurs de qualité, à nos villes qui font de gros efforts, à nos régions qui s'impliquent pour numériser. Nous avons nous-mêmes une plateforme numérique qui s'appelle Simple Map, qui est une grande carte de toutes les entreprises. Et cette plateforme numérique, elle a un avantage. Elle vient compléter le dispositif qu'on propose avec les sociétés coopératives d'intérêt collectif de centre-ville qui mettent tout le monde autour de la table. Eh bien, cette application numérique est sous forme de coopérative. Donc, vous voyez, nous sommes à vos côtés, Madame la sénatrice, aux côtés de tous les politiques, qu'ils soient de la majorité ou pas de la majorité. Il y a un gros problème en France d'inéquité, et si on ne réagit pas, eh bien, on va affaiblir, on va faire disparaître des emplois, c'est déjà le cas. L'OCDE a défini 81 000 emplois qui ont disparu ces 10 dernières années au sein du commerce physique, notamment des petites entreprises, et ça va continuer. Alors, halte à ce déséquilibre, stop à ce déséquilibre,
mesdames, messieurs les élus, les acteurs, sénateurs, députés, États, présidents de la République, il faut réagir. Monsieur le Président, je vous remercie de votre parole forte. Vous savez, on a toujours des ouvriers de la 25e heure. Je pense qu'après la conférence de presse d'aujourd'hui, on va avoir beaucoup d'ouvriers de la 25e heure. Mais ce n'est pas grave, on aura été les premiers à dénoncer le sujet et je pense que c'est important. Moi, j'aurais une observation à faire, c'est, vous avez parlé des régions et de leur rôle, et aussi des départements, et puis des chambres de commerce. Je vois le président Bornet qui est là, et je le remercie de sa présence. Je voudrais vous dire qu'on est un peu démunis. Pendant la loi de finances, on a essayé de faire voter des dispositions en niche fiscale pour aider précisément à la numérisation des entreprises. Et puis moi, j'avais aussi proposé une niche fiscale pour aider les entreprises à se prémunir contre la cybercriminalité. Parce que le pompage de données qui sont institutionnalisées via la BPI ou ailleurs, et Amazon, voilà. Donc je pense que là, il y a tout un travail global à faire, parce que vous ne pouvez pas nier que le type de consommation a terriblement changé. Et dans cette maison, on est très attentif au territoire, on a eu beaucoup de missions, commissions, travaux, etc., pour essayer de valoriser les centres-villes. Bon. Enfin, une fois que le centre-ville est ponctionné, vous ne pouvez pas restaurer ces habitudes. Les habitudes ont changé. Donc on a eu un certain nombre de propositions totalement glauques, genre taxer à la distance, etc. C'est-à-dire que si vous faites 600 km parce que vous commandez sur Amazon une clé USB, elle va vous coûter 1474 €, ce qui est absurde. Bon. Donc si vous voulez, il faut qu'on travaille à ça. La Commission des finances le fait, je le sais. Et le gouvernement fait beaucoup d'annonces. On en a eu beaucoup, on n'a pas beaucoup de résultats aujourd'hui. Ces dispositions peuvent être aussi européennes, mais je crois, avec mes collègues, et notamment du groupe, peut-être vous choquer, président communiste, républicain, écologique et citoyen, avec lequel sur ces sujets on essaye d'avancer, je pense qu'il faut tracer la voie, à la fois dans la fiscalité, mais surtout dans le contrôle. Donc moi je suis absolument effrayé de ce que vous nous dites tous les deux, qui correspond à l'intuition qu'on avait, Michel Canevet et moi. Et puis il y a un point avant de laisser la parole aux questions et aux réponses. Je crois que vous n'avez pas assez souligné la voracité de ces plateformes. Parce que quand même, soutenu par les Américains, ce que nous, on ne sait pas faire, vous avez l'extraterritorialité des lois américaines. Vous avez un travail en PAC. Vous savez que quand les Américains veulent tuer leurs concurrents, tout le monde s'y met. La concurrence, la législation, les douanes, et ils trouvent toujours un bon moyen, sans parler de l'utilisation de l'extraterritorialité du droit américain. Je veux dire, il faudrait que l'Europe se munisse de ce type de force-là, parce que en réalité, vous avez un PAC. Bon, et j'ajoute, s'il fallait encore remettre dessous dans le bastringue, que Amazon, fier du travail qu'il fait avec les entreprises européennes et notamment françaises et les institutions, vient d'acheter non pas 11 Airbus mais 11 Boeing, ce qui prouve à quel point sa solidarité et son patriotisme est bien ciblé. Donc tout ça constitue vraiment des sujets. Moi je suis contente que vous ayez pu trouver le temps d'organiser et de travailler sur cette question. Encore une fois, je remercie mon collègue Michel Canevet qui a repris au bon cette idée que j'avais eue et qu'on a travaillé ensemble, lui maintenant à la Commission des Finances. Je suis sûre qu'il ne va pas lâcher non plus en bon breton. Il va tenir bon. Ici, dans cette maison, on est ouvert vraiment à tout ce que vous voulez les uns et les autres pour qu'on puisse avancer. Et je crois qu'on peut peut-être ouvrir, si vous en êtes d'accord, la plateforme aux questions. Alors oui, tout à fait. Alors, nous avons 4 questions. Je vais vous les poser toutes ensemble. Je vous laisserai après chacun y répondre. La première question, ça serait pour Madame la sénatrice. Donc, comment s'articule votre action avec celle de l'Assemblée nationale? Ensuite, pour éventuellement Monsieur Benamou, qu'arriverait-il si Amazon Web Services coupe le service à la demande des USA ou pour toute raison? Et également, un communiqué de presse dans le sens d'un appel d'offres sur le sujet a été communiqué. Qu'en pensez-vous? Et puis enfin, pour Monsieur Palombi, comment expliquer le nouvel accord Amazon et BPI, notamment la mise en place de l'accélérateur numérique?
donc avec les commerçants. Comment expliquer cet accord? Alors je vais commencer sur le travail avec l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une question de chapelle, bien qu'on soit ici dans une ancienne chapelle. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir, mais c'est une très belle pièce. Ce n'est pas une question de chapelle, c'est une question d'habitude. Bon, alors on a des groupes communs, comme on a certains groupes qui travaillent ensemble pour, je crois, l'Office d'évaluation des choix scientifiques et d'autres sujets. Peut-être la délégation au renseignement serait bien inspirée de s'occuper de ça, parce que c'est vraiment un problème de souveraineté. Mais non, on ne travaille pas avec l'Assemblée nationale, chacun travaillant de son côté avec des objectifs et des calendriers qui sont différents. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est un sujet qui est de stratégie nationale, de stratégie européenne, de protection des entreprises, de protection de notre souveraineté numérique, et pour nous, élus sénatoriaux de terrain, la protection de nos entreprises qui sont menacées malgré elles. Parce que vous comprenez bien que toutes ces entreprises qui ont besoin d'un PGE et qui ignorent absolument, parce que c'est aussi ça la question qu'on n'a pas traitée, c'est l'ignorance dans laquelle sont les entreprises de ce que leurs données sont diffusées. Monsieur le Président, parce que les entreprises ne savent pas, lorsqu'elles signent un PGE, que leurs données vont être distribuées. Voilà. Donc là aussi, il y a cette question d'opacité. Et on pourra garantir... Voilà, cette affaire manque de transparence du début à la fin, mais on en mesure bien les dangers. Voilà. Donc pour répondre à la question, je suis désolée d'avoir été un peu longue, nous ne travaillons pas avec l'Assemblée nationale, enfin je ne travaille pas avec l'Assemblée nationale sur ces questions, mais rien ne s'y oppose si nos collègues veulent se joindre à notre action. Plus on sera nombreux et mieux ça vaudra. Il se trouve que l'initiative est venue du Sénat et du groupe centriste auquel j'appartiens, mais ça n'a aucune espèce d'importance dans le classement. Je crois qu'il y a vraiment du travail pour tout le monde et à beaucoup de niveaux. Merci. Alors, je vais tenter de répondre, puisqu'il était question d'un scénario où, effectivement, des autorités, en l'occurrence américaines, pourraient être amenées, effectivement, à vouloir suspendre tel ou tel service. Ce n'est pas de la science-fiction, contrairement à ce qu'on peut croire. Ça s'est déjà produit sur d'autres types d'infrastructures critiques de l'Internet. Et donc, le fait que des structures à ce point stratégiques, dans le cadre en particulier de la pandémie, mais au-delà, je dirais dans le fonctionnement des États, soient dépendantes d'autorités politiques extérieures, ne serait-ce même qu'à l'Union européenne, en tant que telle, c'est une anomalie. C'est-à-dire, par définition, je pense que le périmètre de ce que l'on appelle données sensibles, et peut-être qu'on devra rajouter données sensibles et stratégiques, un peu quand on parle d'infrastructures vitales, je pense qu'effectivement, les données sensibles qui étaient auparavant des catégories je dirais, pour ce qui est des données personnelles, bien que claires, à terme, on voit bien, avec la montée en puissance de ce type de technologie, avec les systèmes d'intelligence artificielle pour le traitement, etc., on voit bien qu'il nous faudra effectivement revenir sur ce qu'est une donnée stratégique. Et par définition, dans ce cadre-là, il est évident qu'une clause d'exclusion aurait dû pouvoir être mise en place en disant c'est beaucoup trop sensible pour pouvoir effectivement être confié à une entreprise extra-européenne qui, de surcroît, comme cela a été dit, répond au droit américain, donc, comme Madame la sénatrice le rappelait, donc le Cloud Act, donc l'extraterritorialité du droit américain, quelles que soient les administrations successives. Là-dessus, il n'y aura pas de changement notable avec l'administration Biden. Par définition, c'est une question effectivement qui devrait être inscrite en dur, c'est-à-dire en clair que le débat qui nous occupe aujourd'hui n'aurait tout simplement pas dû être possible. Merci à vous. En ce qui me concerne... C'est encore pire qu'on imaginait. Oui. En ce qui me concerne, eh bien, d'abord, je vais tout de suite, suite à la question qui a été posée, de la façon dont les choses se sont faites, cette orientation, cette méthodologie BPI Amazon nous met devant le fait accompli. On est pris en otage, en quelque sorte. Parce que d'abord, nous n'avons pas eu, et je me suis permis de le dire au directeur général de la BPI, mais pour quelle raison? Puisque vous avez tellement de bonnes raisons pour avoir fléché Amazon, pour avoir collaboré avec Amazon, eh bien, il fallait le dire au peuple, il fallait le dire aux commerçants que je porte, les petits commerçants, mais également tous les autres. Comment se fait-il que ce soit un pure player devenu notre
principal concurrent, étant donné que l'État, pour l'instant, on constate, ne bouge pas pour intégrer dans le moratoire que nous demandons depuis bientôt 2 ans, inlassablement, députés, Sénat, à tous les acteurs de la vie politique, nous demandons que le moratoire mette les choses au clair et en adéquation avec les règles du jeu, la loi et l'équité, les entrepôts numériques. Et maintenant, c'est pour cette raison que j'ai dit que nous alerterons, nous informerons, nous mandant, nos entreprises françaises en leur disant de se préserver. Nous l'avons déjà fait concernant les entreprises qui adhèrent à Amazon ou d'autres pure players, ça peut être Alibaba et ses discounts ou autres, comme je l'ai dit, il n'y a pas de frontière par rapport à la méthodologie. Et bien évidemment, comme il est absolument nécessaire que le numérique s'installe auprès du commerce, auprès de nos centres-villes, de nos collectivités locales qui peuvent savoir faire, nous ambitionnons à une plateforme numérique vertueuse, humaine, qui aidera les commerçants à faire revenir les clients en centre-ville. Notre destination, nous, commerçants du monde, commerçants physiques sur pied, nous n'avons pas la vocation d'arrêter de vendre aux clients, d'arrêter de vendre dans nos magasins pour vendre tout sur Internet. Ce n'est pas du tout la vocation et l'orientation. Donc nous allons continuer à demander à l'État de mettre les pendules à l'heure, de remettre les choses en place, et je sais, Madame la sénatrice, qu'on pourra compter entre autres sur vous, parce que vous êtes mobilisés, parce que si on laisse les choses aller, le déséquilibre entre le commerce de centre-ville et le commerce de périphérie s'est créé sur 25 ans, et bien là, ça sera dans 2-3 ans que le commerce physique va être complètement affaibli, anéanti. Donc, je renforce l'idée d'aller toujours plus vers le numérique, mais avec nos acteurs, nos start-up, nos élus, nos villes, nos collectivités territoriales, nos régions, nos départements, et surtout pas se remettre en les mains d'un prédateur. Nous avons également d'autres questions. Donc pour M. Benhamou, vous avez répondu partiellement à ces questions, mais on en a d'autres assez précises. On nous dit qu'Amazon dit souvent que les données sont chiffrées, donc inaccessibles pour lui, et que le Cloud Act est un accès qui est encadré par un juge dans des enquêtes pénales. Donc quel usage Amazon ferait concrètement de ces infos sur le PGE? Peut-être racheter les entreprises fragiles? Et pensez-vous qu'il faut interdire aux acteurs publics de contracter dans le numérique avec des sociétés américaines et donc de voter un Buy European Act pour la commande publique? Donc ça, c'est la première partie de la question. Également, une journaliste vous a demandé, parce que vous parlez de coupures qui ont déjà eu lieu, pouvez-vous préciser et donner des exemples concrets? Et enfin, pouvez-vous citer des noms d'opérateurs en Europe en capacité de gérer les données de 650 000 bénéficiaires du PGE, et pourquoi ces données ne sont-elles pas gérées par la Banque de France? Alors, je vais commencer par la dernière question. Est-ce qu'il existe des entreprises françaises ou européennes, parce que je pense qu'il ne faut pas être uniquement hexagonal dans ce genre de réponse, capables de gérer 630 000 dossiers dans le cadre effectivement de formulaires en ligne? La réponse est il serait dramatique que cela n'existe pas. Nous avons parmi des projets d'administration électronique des projets beaucoup plus importants en volume et en flux de données que ceux nécessaires à l'établissement effectivement du PGE. Donc considérer que ce qui a été possible pour l'impôt en ligne, pour l'ensemble des formulaires qui existent, ne le serait pas dans le cadre effectivement d'une procédure comme le PGE, ce serait à désespérer. Je ne vais pas rentrer dans le détail de quelles sont les entreprises qui ont participé à tel et tel projet d'administration électronique, il y en a énormément, mais au niveau européen, sur l'ensemble des strates, des couches, comme on dit d'un point de vue technique, qui permettent de réaliser ces technologies, il y en a. Le seul argument qui a été opposé, c'était l'argument de l'immédiateté. 5 jours. Voilà. La vraie question est là, c'est-à-dire quelles étaient les fonctionnalités qui étaient à ce point essentielles sur ce délai resserré et qui effectivement n'auraient pas été disponibles sur étagère, comme on dit, dans ces domaines auprès d'entreprises européennes. Là-dessus, n'ayant pas le cahier des charges, puisqu'il est question effectivement du cahier des charges, n'ayant pas le cahier des charges, et je pense que ce serait très important que d'articuler comment ce projet a été mis en place et de quelle manière le cahier des charges a été rédigé, je pense qu'effectivement il est difficile d'y répondre. Concernant la crypto, excusez-moi, on va parler de manière correcte, concernant le chiffrement des données.
le fait qu'il y ait un chiffrement, et ça a été très bien démontré par la CNIL dans le cadre justement du Health Data Hub, le fait qu'il y ait un chiffrement et que l'auteur, entre guillemets, le créateur du service, à savoir ici la BPI, puisse effectivement avoir la clé, ne signifie pas que l'hébergeur ne l'a pas, ne serait-ce, et c'était le cas pour Microsoft dans le cas du Health Data Hub, qu'à des fins de maintenance. Quand vous gérez une base de données d'un tel niveau, vous avez d'une part la nécessité, le cas échéant, d'intervenir en cas de panne, et vous ne pouvez le faire efficacement que si les données sont en clair. Et donc penser effectivement qu'Amazon n'a aucune clé me semble impossible. Sachant en plus que je vous parlais du cahier des charges, sachant en plus qu'il serait nécessaire de vérifier si dans les fonctionnalités qui ont été déployées par Amazon dans le cadre de son service avec Amazon Web Services, il n'y a pas aussi des fonctions élaborées de gestion de données et qui à ce moment-là seraient nécessairement claires. Et je crois savoir qu'il a été répondu à ces questions par la BPI, mais je pense qu'elle aura l'occasion, j'imagine, d'y revenir, que ce n'était que peu de données, que c'était des données pas très importantes, le volume effectivement du PGE demandé, les coordonnées de la société, mais c'est exactement le problème. C'est-à-dire que quand vous vous appelez Amazon et que vous avez une cartographie des entreprises en difficulté, vous avez une information hautement qualifiée, comme on dit dans ces métiers, extraordinairement valorisable, sachant, comme nous le savons, qu'Amazon a été épinglé à de très nombreuses reprises pour l'usage, je dirais, dangereux qu'il faisait des données qui étaient hébergées sur sa plateforme elle-même, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et donc penser effectivement que la main qui fournit le service sera isolée de la main marketing et de la main effectivement qui veut contribuer à verrouiller effectivement son écosystème, c'est impossible. Et je dirais que le départ récent, puisqu'on m'interrogeait là-dessus récemment, des journalistes m'interrogeaient sur le départ récent de Jeff Bezos, des fonctions effectivement de directeur général pour devenir patron du board, pour prendre un peu de recul. C'est parce qu'il a compris que la régulation va s'imposer à lui comme jamais et qu'il préfère que ce soit son successeur qui soit présent journellement au Congrès des États-Unis ou effectivement auprès des autorités antitrust européennes dans les temps à venir que lui-même. Et donc, d'une certaine manière, je dirais que nous voyons bien que le terrain a changé, le terrain en termes de régulation a changé, et qu'effectivement, comme le disait excellemment Thierry Breton, le commissaire européen, le temps de la naïveté en matière technologique pour l'Europe doit se terminer. Oui, vous n'avez pas répondu sur le European Ban. Ah oui, je crois pardon. que c'est nécessaire. Absolument. Faudrait-il, excusez-moi, Madame la sénatrice, faudrait-il envisager que sur des technologies critiques, on ne puisse pas faire appel à des opérateurs non européens? C'est évident. C'est ce que disait en filigrane, justement, je citais Guillaume Poupard de l'ANSSI, dont l'Agence de sécurité des systèmes d'information, c'est qu'à un moment donné, on ne peut et on ne doit faire appel qu'à des sociétés qui répondent à un climat juridique européen, à un droit européen. Et quand effectivement on fait appel à des sociétés qui doivent répondre, alors on nous demandait à quel moment effectivement les autorités américaines avaient-elles pu effectivement couper. Alors pour les plus techniciens d'entre vous, la question s'est posée au niveau des noms de domaine par rapport à l'extension de certains pays. Les autorités américaines étaient détentrices du droit suprême effectivement sur l'architecture des noms de domaine, et il a été question en particulier de la racine irakienne qui aurait été coupée effectivement dans le cadre de la guerre d'Irak. Donc par définition, quand vous avez le doigt sur le bouton, c'est ce que disaient les diplomates quand nous discutions à l'époque aux Nations Unies, quand vous avez le doigt sur le bouton, il faut une force de caractère considérable pour ne jamais l'utiliser. Donc la vraie question est là, nous devons éviter que cette tentation existe. Alors, moi, je voudrais juste ajouter un petit commentaire à ce que... il y a un an comme aujourd'hui, aucun d'entre nous n'aurait imaginé que notre économie soit absolument bouclée, que les frontières soient fermées, que des millions de personnes meurent d'un virus. On aurait pensé à un mauvais scénario, d'un mauvais film B, etc. Et vous avez un petit think tank qui s'appelle Think Unthinkable. Et je vous encourage à cette formule de Think Unthinkable, parce que tout ce qui était complètement improbable, tout ce qui était complètement impensable, je ne parle pas des accords entre les pays du Golfe et Israël, je ne parle pas de choses aussi... Mais c'est vraiment Think Unthinkable. Et la Covid et la crise sanitaire, c'est aussi Think Unthinkable. Et donc, là, vous avez des choses qui sont parfaitement envisageables. Ce n'est pas qu'on ne peut pas les penser, c'est qu'elles sont déjà arrivées. Le pillage des données, etc. Et puis, je voudrais quand même aussi attirer votre attention
sur le fait que j'ai vu une question sur le fait d'interroger la Banque de France, etc. Et là, je me retourne vers la Commission des finances que j'ai quittée à regret. Mais mon collègue Michel Canvet, encore lui, va se retrouver chargé d'une mission, c'est que nous avons des représentants du Sénat dans les instances, que ce soit notamment à la BPI ou à la Banque de France ou dans un certain nombre d'instances où il y a un contrôle en principe. Et moi je crois que là, notre travail de contrôle à la Commission des finances va devoir être coordonné sur ces sujets. Et puis il va falloir continuer à harceler le gouvernement pour savoir, par exemple, pourquoi le fait qu'Amazon et la BPI et la même agence de communication ne les interpellent pas. Pourquoi le directeur des relations institutionnelles et des médias maintenant soit échangé de structure. Pourquoi il y a cette porosité entre la BPI et Amazon. Pourquoi un proche des GAFAM, pour ne pas le citer, Benoît Loutrel, fait son entrée au CSA. C'est vraiment les liaisons dangereuses. Et je crois que le contrôle parlementaire doit s'exercer avec beaucoup de force, beaucoup de méthode, pas de stigmatisation, parce que de vous à moi, chacun commande sur Amazon et on voit bien les intérêts, en plus ça crée des emplois, etc. Je crois qu'il faut raison garder, parce qu'il n'y a pas de raison non plus de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il y a des garanties, il y a des précautions d'usage, et puis il y a une très grande inquiétude qui n'est absolument pas sécurisée. Donc je crois qu'on a absolument raison d'engager cette information massive. J'espère que les journalistes qui sont là pourront la relayer massivement. Et c'est au Parlement ensuite d'exercer son contrôle parlementaire avec les sanctions qui vont bien. Avec les sanctions qui vont bien. Voilà. Encore une fois, on a aujourd'hui une haute autorité de la transparence de la vie publique, on doit déclarer ses liens d'intérêt, on doit déclarer les conflits d'intérêts éventuels, on doit avoir plus de transparence, les citoyens l'exigent, je pense que c'est absolument nécessaire, et parmi tout ce qui a été dit aujourd'hui, qui est très important... Une commission citoyenne. Voilà, absolument, je crois que parmi ce qui a été dit aujourd'hui, dans les choses vraiment à retenir, c'est l'ignorance des 500 ou 600 000 chefs d'entreprise qui ont contracté un PGE du fait que leurs données soient dilapidées entre des mains insécures. Et ça, je trouve que de tout ce qui a été dit, qui est absolument passionnant, Monsieur le Président, c'est ce sujet-là qui est capital. Il est essentiel. La transparence et enlever l'opacité. Voilà. On ne peut plus continuer dans un climat d'opacité, sinon on va perdre la confiance du peuple, des Français, des entrepreneurs, et vu le Covid-19, elle est très émoussée, la confiance, et on sait pourquoi. Donc là, je vous rejoins totalement, il faut que vous, les élus, les représentants, les sénateurs, les sénatrices, les députés, vous soyez intransigeants sur une transparence à toute épreuve. Alors c'est vrai que... La vidéo est arrêtée. Relancez. Une petite minute, ça va permettre de réfléchir. On a dépassé. Ah, C'est le temps. non, Ça fait pile 1 heure. Ah. Voilà, alors on a eu une petite... Donc vous parliez de l'intransigeance des parlementaires. Je voudrais vous dire qu'avec certains de mes collègues, on a déposé de très multiples demandes de commissions d'enquête, de missions d'information, des questions écrites, des questions orales. Notamment sur le prix, sur le montant de la transaction entre la BPI et Amazon. C'est quand même important de savoir quel a été le prix. Et puis, les interrogations au gouvernement, je vois une question bien sûr, on le fait régulièrement, Michel Canvet en bas de mon écran, et lui l'a fait encore récemment. Mais je crois que, encore une fois, ça a fonctionné. Parce que vous voyez, il y avait une commission d'enquête sur la crise sanitaire, et puis la question du Data Hub Service s'est posée. Et on a réussi au lieu de créer une commission d'enquête sur le Health Data Hub, on a raccroché cette question à la commission d'enquête qui existait déjà, que ma collègue Sylvie Vermillet a pris à bras le corps. Voilà, donc si vous voulez, on est très attentif, mais je trouve qu'on n'a pas suffisamment de moyens face aux mêmes enjeux. Et puis aussi face au gouvernement qui nous renvoie dans nos buts assez régulièrement. Donc il va falloir
qu'on connecte nos neurones, nos synapses, et qu'on trouve, cher Michel Canvet, la volonté bretonne alliée à la volonté normande. Et Madame la sénatrice, juste un petit mot, pardonnez-moi Je vous en prie, au contraire. de rajouter un mot. Il faut en finir avec l'abus de position dominante de ces pure players et le lien de dépendance. Ce sont deux facteurs qui sont dramatiques pour l'évolution de notre société, de notre politique, de notre Un point, si je peux, un instant. Je vais en tout point effectivement abonder avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes conscients que non seulement ces sociétés sont fiscalement indélicates, ont des comportements d'abus de position dominante quasi constants, ont un comportement par rapport à la donnée, à la fois la donnée des industriels, mais aussi les données personnelles, les deux étant souvent liés aujourd'hui, qui est problématique au point, au-delà même de la sphère économique, d'avoir pu influencer, comme on l'a vu, le débat public, voire même effectivement la radicalisation des opinions publiques dans l'ensemble des pays développés, avec des risques démocratiques majeurs. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus uniquement de conflits industriels et de valorisation météoritique. Apple, je le remarquais, a par exemple est passé de 1000 à 2000 milliards de dollars de capitalisation pendant la crise Covid. Et donc toutes ces entreprises ont effectivement connu un bond et un essor considérable, au point que Jeff Bezos, qui maintenant doit être l'ancien PDG de sa structure, était effectivement l'un des hommes les plus riches, si ce n'est le plus riche il y a quelques mois, maintenant avec Elon Musk. Donc on voit bien effectivement à quel point on est sur des sujets qui dépassent le simple cadre économique pour rentrer de plein pied dans du politique au sens le plus noble, le plus urgent du terme par rapport à ces questions. Et après le Covid, ça ne sera pas comme avant. Il faut Absolument. que nous y contribuions, les uns et les autres. Absolument. Et il faut aussi rassurer tous ces chefs d'entreprise, parce que maintenant qu'on les a alertés, et maintenant qu'ils vont être avec cette conférence de presse tout à fait informelle, il va falloir qu'on ait une politique globale d'information aux entreprises pour leur garantir, y compris les conséquences du pillage de leurs données. Absolument. Parce que ça va se terminer en nombre d'emplois et en monnaie sonnante et trébuchante, parce que malheureusement... dans la rue, Madame la sénatrice, c'est ça qui est grave. Ça a commencé dans la rue. Ça a commencé, mais ça peut continuer. On a vu les gilets jaunes qui ont affecté le commerce de fait des manifestations et de tout ce qui s'est passé. Mais attention, le pouvoir est sur les charbons ardents. Mais vous savez que si on ajoute la période des Gilets jaunes à la fin de l'état d'urgence sanitaire, le pays aura été au ralenti et dans un dysfonctionnement complet depuis 2 ans. Et donc, mais il faut, je voudrais quand même ajouter une note positive à tout ce qui s'est dit. D'abord, le fait que nous nous retrouvions autour d'une même table, et je remercie je vous remercie d'être venus, et pour vous dire qu'à la fois, dans cette maison, nous lisons ce que vous écrivez, vos alertes, nous lisons ce que vous écrivez, même si j'admets que de temps en temps je ne comprends pas tout, l'essentiel est compris puisqu'on est là aujourd'hui, et qu'on va mettre en place des dispositifs de protection des entreprises, parce qu'une fois qu'on les a alertés, il faut maintenant qu'on ouvre le parapluie et qu'on les protège. Et avec des lois. Alors, on va terminer donc cette conférence sur 2 dernières questions, et Madame la sénatrice, je vous laisserai conclure. Est-ce que le Sénat ou l'Assemblée nationale ont demandé pourquoi les données n'étaient pas gérées par la Banque de France, et les députés et sénateurs ne pourraient-ils pas interpeller publiquement ensemble le président de la République? Interpeller le président de la République, moi je veux bien faire une lettre ouverte au président que je vais envoyer à mes collègues pour la signer, mais j'ai la faiblesse de croire qu'il est déjà bien informé. Ça c'est la première chose. Enfin, je veux dire, il peut pas être dans l'ignorance. Hein. Bon, en plus avec Alain Griset aux manettes, et puis vous lui avez dit, on lui a dit, tout le monde l'a écrit. Enfin, je pense que le président est au courant. Bon. Et je crois aussi, malheureusement, que cette porosité vient d'assez haut dans notre administration, parce que sinon, les acteurs ne se sentiraient pas aussi intouchables pour continuer à opérer de la sorte. Bon. C'est-à-dire que le délai entre l'urgence, etc., et puis les conséquences, c'est 3 mois après pour la loi de finances, 6 mois après pour une commission d'enquête, 1 an après, etc., et pendant ce temps-là, à la fuite des données. Donc oui, d'accord, moi je suis tout à fait partisan, je peux tout à fait faire une lettre ouverte au président de la République et lui envoyer. Et l'autre question, c'était est-ce que le Sénat ou l'Assemblée nationale ont demandé pourquoi les données n'étaient pas gérées par la Banque de France? Mais pas du tout.
Enfin, pas à ma connaissance, et je ne suis pas du tout sûre que la Banque de France soit en capacité de le faire. Absolument. Qu'il y ait des données qui puissent, dans le cadre de cette procédure, être transmises à la Banque de France pour X ou Y raison. Je n'en connais pas le circuit, mais d'un point de vue technique, ce n'est pas à la Banque de France d'établir un service de ce genre. Je dirais qu'elle puisse intervenir est une chose, mais que derrière, il y ait des sociétés, des hébergeurs, je déteste le terme de clouder, enfin peu importe, on les appelle comme ça, les fournisseurs effectivement de services autour des infrastructures dans le cadre de la réalisation de ce type d'opération, nous en avons parmi les meilleurs au monde. Nous en avons parmi les meilleurs au monde sur la santé, ce que rappelait Bernard Charles, le patron de Dassault Systèmes, il y a quelques semaines. Nous en avons parmi les meilleurs au monde sur l'ensemble des services. Je pourrais citer, sans vouloir vexer les très nombreux autres, OVH, Outscale, enfin bon, il y en a beaucoup d'autres. Donc pensez effectivement qu'on est à ce point pauvre, quand je dis nous, c'est nous Européens, Indigent. voilà, qu'il nous faille nécessairement passer par des sociétés américaines pour réaliser des actions aussi centrales que la gestion du prêt garanti par l'État ou auparavant la gestion des données de santé, ce serait non seulement un aveu d'échec, mais c'est tout simplement un mensonge. Donc je crois que tout ça converge. Oui. Et je voudrais conclure en disant qu'il y a aussi un point. C'est notre volonté commune de trouver des solutions et d'essayer de mettre en place cette réversibilité qu'on ne nous a pas garantie du tout. Bon. Et puisque un des intervenants a mentionné la Banque de France, je crois qu'il y a un autre point sur lequel il faut travailler de façon à vous protéger, à protéger nos entreprises. Il faut absolument que sur les cotations Banque de France figurent les difficultés nées du Covid, de la crise sanitaire, de façon à ce que les entreprises qui subissent de plein fouet la crise, qui voient leur budget, leur comptabilité et leur compte d'exploitation obéré par le PGE, parce qu'il n'est pas bien placé, reconnaissons-le, puisque c'est quand même de ça dont on parle. Il faudra vraiment qu'on trouve le moyen, je ne l'ai pas trouvé législativement, mais je suis sûre qu'entre nous, avec tous les gens qui sont autour de la table, on va arriver à trouver une possibilité pour la Banque de France de noter que les difficultés des entreprises proviennent de la crise sanitaire et n'ont pas préexisté. C'est le cas pour des centaines et des milliers de restaurateurs, des centaines et des milliers d'agences de voyage, de caristes, etc., de toutes ces entreprises qui sont frappées de plein fouet et qui vont se retrouver dans une situation impossible. Donc, sachez que nous sommes ensemble, on est plus fort, comme on dit dans les romans. L'union fait la force. L'union fait la force. En tous les cas, ici, on est vraiment, vous l'avez vu, très déterminé et très attentif. On s'entoure des meilleurs spécialistes. La souveraineté numérique n'est pas chimérique. C'est une réalité. Et vous l'avez vu avec le président à l'instant, que ça a des conséquences pratiques sur nos territoires. Donc, je pense que les uns et les autres, nous restons à votre disposition. Et merci de nous avoir écoutés, de nous avoir interrogés. Passez une bonne journée. Nous sommes à votre disposition dans toutes les conditions. Le Sénat est votre maison et on est tout à fait disponible pour activer ensemble notre réflexion sur le sujet. Merci beaucoup.